Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur France 3 Limousin au lendemain d'un scrutin qui a bouleversé le paysage politique de l'ex-Limousin. Presque un grand chelem pour les candidats d'En Marche, tous élus, sauf une, novice pour la plupart, et victorieux pour leur première participation réelle à une élection. Les candidats de la majorité présidentielle ont tout raflé. Vous voyez sur ces images la joie dans les différents QG hier soir, la joie avec les militants et la joie des députés élus. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes aujourd'hui, au lendemain du second tour des élections législatives. 45 minutes de réaction, de reportage, d'analyse de cette situation inédite. Je salue nos invités présents sur ce plateau, des députés élus, des représentants des principales forces politiques. Certains sont également en direct, notamment en Corrèze. Sur notre plateau, Christian Moulinard, notre politologue. Bonjour Christian Moulinard. Mais d'abord, on se rafraîchit la mémoire avec le rappel des résultats d'hier soir avec Gwenola Beriou. Bonjour Gwenola. Les noms et les scores des nouveaux députés du Limousin, s'il vous plaît. Oui, Louis. Eh bien, hier soir, la surprise est venue de la deuxième circonscription de la Corrèze, l'ancienne circonscription du socialiste Philippe Noche, puisque c'est la candidate des Républicains Frédéric Meunier, maire de Mallemort, qui l'emporte avec seulement 25 voix d'avance, 50,03% face à la candidate de la République En Marche, Patricia Bordas, qui était pourtant en tête au premier tour. Dans la première circonscription de la Corrèze, pas de renversement de tendance. Christophe Géretti de la République En Marche, maire de Naves, est élu avec 53,3% face au socialiste Bernard Combes. En Haute-Vienne, c'est un grand chelem pour la République En Marche. Les 3 députés élus sont des novices en politique. Sophie Beaudoin-Hubière, dans la première circonscription, l'emporte avec 55,6% des voix face à la candidate de la France Insoumise, Danielle Soury. Dans la deuxième circonscription, Jean-Baptiste Djebari, un expert aéronautique, est élu avec 54,6% face au maire ADS de Saint-Junien, Pierre Allard. Et dans la troisième circonscription, la République En Marche réalise son meilleur score avec Marie-Ange Magne, qui rassemble 62,8% des suffrages face au candidat républicain Guillaume Guérin. Enfin, dans l'unique circonscription de la Creuse, c'est un agriculteur, Jean-Baptiste Moreau, qui devient député. Il l'emporte avec 58,2% des voix face au républicain Jérémy Sauty. Merci Gwenola Beriou. Je salue Sophie Beaudoin-Hubière, députée de la première circonscription de la Haute-Vienne. Bonjour. Gérard Vandenbroek, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine et président de Limoges Métropole. Je salue également Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, élu hier soir. Et Vincent Léoni, vous étiez candidat sur la deuxième circonscription de la Haute-Vienne. Christian Moulinard, votre première analyse de ce qui s'est passé hier? C'est vraiment une nouveauté politique en Limousin, une nouveauté qui dépasse même celle de 1958. En 1958, il y avait eu un renouveau du personnel politique, un renouvellement du personnel politique. Aujourd'hui, il y a un renouvellement du personnel politique, mais il y a aussi un renouvellement du système politique, du système partisan et de l'idéologie politique dominante. Et là, pour le coup, le Limousin est en plein, si j'ose dire, dans le mouvement. Il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de sourires hier soir. Je vous propose d'écouter la réaction recueillie hier soir au QG de la République En Marche de Marie-Ange Magne, qui devient l'une des plus jeunes députées certainement de l'Assemblée. Ça fait 4 semaines que je mène campagne, donc j'ai travaillé pour avoir ce résultat, donc c'est une satisfaction et c'est plus la surprise des débuts, mais c'est bien quand même. Tu veux faire un petit nuage? Ouais, mais je pense que je peux en profiter ce soir, et puis dès demain, il faudra se mettre au travail. Sophie Beaudoin-Hubière, est-ce que vous êtes redescendue de votre petit nuage? Quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui au lendemain de votre élection? Celui de la responsabilité. La responsabilité parce que le vote a été un vote d'espoir et d'optimisme, qu'il a été très fort. On l'a vu fortement dans tous les porte-à-porte que nous avons menés pendant cette campagne. Et donc ça veut dire que demain, il nous faut réussir, il nous faut travailler ardemment. Pour répondre justement à cet espoir, qu'attendaient de vous les électeurs selon vous? Dans un premier temps, ce qu'ils nous ont dit souvent, c'était du changement, du renouveau et des gens qu'ils identifient à eux-mêmes. Donc voilà, et je pense que c'est ce qu'on leur propose aujourd'hui. Et puis ils veulent la certitude qu'on travaille. Ça ne veut pas dire qu'au préalable, ça n'était pas le cas, mais leur attente dans ce domaine a été très très forte. Qui s'identifient à eux-mêmes. Je vais vous demander de préciser, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle ressemble plus à ce qu'est la France de 2017 qu'il y a quelques jours?
Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait qu'un certain nombre d'élus aujourd'hui arrivent de la société civile fait que les Français s'identifient beaucoup plus, alors qu'ils avaient du mal à se projeter dans des hommes politiques qui sont là depuis très longtemps. Pour eux, ça devenait compliqué. Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse. Ce week-end, vous allez participer à un séminaire avec les nouveaux élus. Vous connaissez le programme ? Non, le programme exact, on ne le connaît pas. On sait qu'il faut qu'on soit samedi 9h à l'Assemblée nationale et jusqu'à dimanche soir. Qu'est-ce que vous avez, à votre avis, besoin d'apprendre ce week-end ? Il y a un certain nombre de choses dans les codes, dans déjà le plan de l'Assemblée nationale, déjà, puisque à part en tant que touriste, je n'y suis jamais allé. Et après, il y a un certain nombre de choses dans le déroulé, dans la façon dont les votes se déroulent, qu'il faut qu'on appréhende mieux. Oui. Quelle est la question principale que vous vous posez ? La question principale, c'est le rythme un peu des réunions, des participations aux commissions aussi. On s'interroge sur à quelle commission on va participer et quel est le rythme de la semaine. Voilà, après les principales questions. Vous êtes agriculteur, oui. Ça veut dire que demain, vous allez devoir laisser votre ferme de côté. Vous avez trouvé quelqu'un pour faire le travail au quotidien ? C'est en cours. Je vais mettre un gérant sur l'exploitation, effectivement, mais il ne sera que gérant pendant un temps, puisque le renouvellement, c'est en permanence, c'est pas juste une fois. Donc on s'engage pour un mandat, éventuellement 2, et après, il sera temps de revenir sur l'exploitation. J'aurai 50 ans et je ne compte pas être député jusqu'à ma retraite et au-delà. Alors, on a entendu Marie-Ange Magne, élue députée sur la 3e circonscription. Elle a battu Guillaume Guérin, le chef de file du parti Les Républicains dans le département. Je vous propose d'écouter la réaction de Guillaume Guérin hier soir. On ne va pas refaire le match. Il y a 3 députés en marche en Haute-Vienne. Il y a une vague en marche incontestable dans ce pays. Félicitations aux nouveaux élus et bon courage pour la suite, parce que je crois qu'ils vont devoir affronter les difficultés du terrain dès demain et pour 5 ans. Et je leur souhaite tous mes encouragements républicains. Des encouragements républicains du bout des lèvres. Il parle d'abord et avant tout de difficultés. Gérard Vandenbrouck, pour vous, les nouveaux députés de La République En Marche, ils sont perçus comme les représentants du peuple, ou alors est-ce qu'ils ne sont pas un peu plus perçus comme, pour l'instant en tout cas, comme les représentants d'Emmanuel Macron, ceux qui doivent faire le service après-vente ? Écoutez, moi d'abord j'ai l'impression qu'ils sont prioritairement les représentants d'Emmanuel Macron, ce qui en soi n'a rien d'anormal d'ailleurs. Il y a eu un vote pour un président, il y a eu un souhait de cohérence de la part des électeurs qui ont donc voté pour des candidats qui se sont engagés à soutenir le président de la République pour lequel ils ont voté. Il n'y a donc là rien d'anormal. Donc il faut maintenant qu'ils deviennent les représentants du peuple. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a une deuxième étape, effectivement. Il faudra être à la fois les représentants du peuple, les représentants d'un territoire. J'entends les déclarations de Madame Hubière, j'entends des déclarations du collègue creusois là-bas, et cette volonté-là, elle transparaît dans leurs propos. Maintenant, effectivement, la difficulté, c'est la mise en œuvre de tout cela, parce que ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait vrai. Moi, je suis un vieil élu, depuis très longtemps, 26 ans maire de ma commune, mais c'est du travail d'abord. C'est d'abord du travail. Et c'est ensuite la capacité à faire en sorte que ce travail, il soit compris par nos électeurs. Certains candidats ont été battus alors qu'ils n'ont pas démérité en termes de travail. Simplement, le message n'est pas passé. Le message est mal passé. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut que l'on ait en permanence à l'esprit. Si nos concitoyens ne se reconnaissent pas toujours dans le monde politique tel qu'il existait jusqu'à hier, ou tel qu'il existera encore un peu, c'est précisément parce que peut-être ce monde politique n'a pas su se mettre à la portée des concitoyens. C'est peut-être un peu trop enfermé dans des querelles de clans, dans des querelles qui n'intéressaient plus personne. N'a pas su à un moment ou à un autre travailler ensemble, travailler mieux, et surtout faire comprendre aux uns et aux autres que la vie politique, c'est pas d'abord de l'intérêt personnel que l'on va magnifier, c'est d'abord du travail dans l'intérêt des uns et des autres. Mais la vie politique, c'est aussi parfois défendre des projets, des lois, des réformes qui ne sont pas populaires. Comment on fait passer le message quand l'impopularité advient ? Bien sûr, vous savez, le résultat d'aujourd'hui, il est acquis de longue date. Il y a eu d'abord toute cette période de Hollande bashing, outrancier. Et ça continue encore. Se sont compris beaucoup de nos concitoyens et beaucoup d'hommes politiques. Quand on dénigre comme cela le travail politique, on sait très bien qu'on n'aura pas les résultats que l'on attend. Et puis ensuite, il y a eu les divergences ou les différences à l'intérieur des partis politiques traditionnels. C'est vrai des Républicains, c'est vrai du Parti socialiste, qui se sont désintégrés eux-mêmes,
qui n'ont pas su à un moment se reprendre en main pour recréer du mouvement et de l'espoir. Vincent Léoni, vous partagez le point de vue de Gérard Van den Broek. Les partis traditionnels, le PS et les Républicains, se sont désintégrés eux-mêmes. Moi, je ne vais pas parler pour les Républicains parce que je suis UDI. Donc, mais vous étiez le candidat les Républicains UDI. J'étais candidat soutenu par les Républicains, mais je reste UDI. Comme je le dis très souvent, je suis très attaché à mon I de indépendant dans UDI. Donc oui, non, mais de toute façon, il est évident que les partis politiques traditionnels ont manqué le coche. Ils ont manqué le coche parce qu'ils n'ont pas su être à l'écoute, ils n'ont pas entendu que la France grondait. Et pourtant, on avait quand même des échos depuis un certain temps, notamment avec le vote vers les extrêmes. Et pour une fois, ils ont pu exprimer ou ils ont pu renverser la table en exprimant la chose sans pour autant aller vers les extrêmes. Ce que disait Sophie Baudouin, un espoir, certainement. Je pense qu'ils attendent qu'il y ait des choses et des réformes qui se fassent. Et le souci que l'on a eu au niveau des partis traditionnels, c'est qu'on est peut-être resté trop arc-bouté sur nos visions un peu dogmatiques. Même si certains, comme moi, à l'intérieur des partis, disions que ce serait bien que l'on s'ouvre un petit peu plus, ce qu'on a fait à Limoges, notamment dans la liste Aimons Limoges, qui s'est après mise avec Émile Roger-Lamberti. Mais pourquoi ne pas l'avoir quitté ce parti traditionnel? Pourquoi être resté dans les vieux partis et ne pas avoir pris le train en marche? Parce que, après, c'est une question de colonne vertébrale et de choix d'opportunisme ou pas. Ou une erreur de timing, peut-être? Ah non, c'est même pas une erreur de timing. Le fait est que, moi, à titre personnel, c'est vrai que le projet d'Emmanuel Macron pouvait sembler intéressant, mais comme je l'avais déjà expliqué sur votre plateau la semaine dernière, me fondre dans un moule pour ensuite faire partie, et sans vous faire injure du tout, mais du moule où on vote rouge, on vote vert, ça me convient pas. Moi, je compte avoir mon indépendance. Et pour l'instant, autant je crois dans l'idée que peut se faire Emmanuel Macron pour la France demain, autant j'attends de voir La République en marche, parce que ce sont deux choses bien distinctes à mon sens. Il y a un parti ou un mouvement qui est en train justement de se créer. J'attends de voir son corpus idéologique, j'attends de voir un peu au-delà du simple projet il faut renverser la table, il faut changer la France et donner un espoir aux Français. Je pense qu'il y a les paroles, il y a les actes, et aujourd'hui, maintenant, on attend les actes, et nous serons bien sûr vigilants sur les actes qui seront faits par les futurs députés. Je m'adresse à Sophie Baudouin-Hubière. Depuis le début quasiment de cette campagne, on vous dit qu'on vous attend sur les actes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais que c'est très bien et que c'est très juste et que c'est d'ailleurs la preuve en a été donnée par les électeurs. Ils ont aussi sanctionné peut-être des absences, ce qu'ils ont en tout cas eux identifié comme des absences d'actes. Et demain qu'ils nous attendent sur ce que nous allons faire, mais je trouve ça légitime et c'est la responsabilité que nous portons. Et si demain nous ne sommes pas à la hauteur de la mission qu'ils nous ont confiée, ils nous éjecteront tout pareil et on le sait, on en est très conscient. Donc à nous de faire dès demain. Allez, on s'arrête maintenant sur la situation en Corrèze et sur cette deuxième circonscription, celle de Brive. Théâtre hier d'un revirement inattendu, la victoire de Frédéric Meunier, élu face à Patricia Bordas de La République En Marche. Reportage ce matin dans les rues de Malmort, la ville dirigée par Frédéric Meunier. Ce matin, ça ne se bouscule pas au portillon pour parler de l'élection d'hier. Entre les « je n'ai pas voté », il y en a assez de la politique et « je n'en pense rien », pas facile de recueillir la moindre réponse. Visiblement, la victoire de Frédéric Meunier ne passionne pas le peu d'habitants présents dans les rues de Malmort. Heureusement, certaines langues se délient. J'espère qu'elle sera toujours présente sur sa commune, mais voilà, j'espère qu'ensuite elle sera plus à l'écoute des Malmortois, oui. Elle était là, donc on voudrait bien la revoir de temps en temps, pour nous amener peut-être un peu plus. L'espoir que son nouveau statut de député puisse apporter un peu plus à Malmort est bien présent, même pour ceux ou celles qui ont voté pour le camp adverse. Si, c'est sûrement bien pour certaines personnes, parce qu'elle est maire d'ici quand même. Mais je sais pas si c'était le mieux. Voilà. Je sais pas si c'était le mieux de voter pour elle. Je crois qu'elle peut faire de belles choses pour Malmort. Parce qu'elle se démène, elle fait ce qu'elle peut, et je crois. Maintenant, l'avenir le dira. L'avenir, autrement dit la capacité de Frédéric Meunier à faire entendre sa voix au sein de l'hémicycle, y compris pour Malmort. Et sur cette deuxième circonscription de la Corrèze, Patricia Bordas a donc été battue de 25 voix hier soir. Une désillusion. On écoute la réaction de la candidate La République En Marche. Je suis là ce soir et je suis prête à aller vers d'autres projets, d'autres élections, avec tous ceux et celles qui sont derrière moi, avec Pierre Blanc, avec mon équipe de campagne, avec tous ceux qui m'ont soutenue. Donc vous savez, ceux qui imaginaient qu'ils allaient me tuer, c'est dommage pour eux ce soir.
Et nous partons maintenant à Brive, rejoindre en direct Frédérique Meunier, maire de Mallemort, nouvelle députée de la Corrèze, première femme sur cette circonscription. Frédérique Meunier, quel est votre sentiment aujourd'hui? Votre élection suscite de l'espoir, on l'a entendu, chez vos administrés. D'abord, je suis très fière que Mallemort m'ait porté en tête d'un scrutin, puisque j'ai fait 58% de vote en ma faveur à Mallemort. Donc je remercie vraiment tous les Mallemortois qui me connaissent bien et qui savent que je sais œuvrer et que j'ai beaucoup œuvré pour ma commune. Je les rassure, même si demain je ne suis plus maire de la commune, je serai toujours conseillère municipale et je serai toujours présente à leur côté et à leur écoute, comme je l'ai toujours fait depuis 3 ans. Justement, vous allez devoir quitter la mairie et probablement la vice-présidence du conseil départemental. Vous avez déjà réfléchi au calendrier et à votre successeur, à celui ou celle qui va vous succéder à la mairie? Alors oui, il y a déjà une réflexion qui a été mise en place, mais je vais réunir toute ma majorité et puis je vais échanger avec elle, on va en discuter, parce que je crois que ça ne se prépare pas comme ça au bord d'une table, il faut vraiment échanger, c'est toujours ce que j'ai fait, dialoguer, et donc je déciderai avec ma majorité, donc je vais la réunir très rapidement, et puis après, eh bien, il faudra mettre en place un calendrier pour pouvoir réunir le conseil municipal et réaliser donc un vote pour pouvoir désigner le nouveau maire de Mallemort. Frédérique Meunier, vous êtes une députée de droite dans une assemblée En Marche. François Baroin a déclaré que le groupe de droite serait suffisamment puissant pour faire valoir ses positions. Sur quoi ferez-vous valoir vos positions ? Mais je pense que je ferai valoir mes positions sur des projets qui sont des projets constructifs, des projets de bon sens et des projets qui iront dans l'intérêt des concitoyens. Je crois que c'est ça qui me paraît essentiel pour pouvoir être efficace et puis aussi pour dire à tous ceux qui n'ont pas voté qu'on les a entendus. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi vers eux qu'on doit tendre la main pour pouvoir leur redonner confiance, parce que je crois qu'ils ont perdu la confiance qu'ils avaient en leurs hommes et leurs femmes politiques, et c'est ce que j'ai envie de leur dire, c'est aussi un de mes objectifs. Merci Frédérique Meunier d'avoir réagi en direct sur France 3 Limousin aujourd'hui. Nous partons maintenant en direct à Naves, rejoindre Christophe Géretti, élu hier soir face au socialiste Bernard Combe. Bonjour Christophe Géretti, circonscription emblématique pour le Parti socialiste. Vous êtes celui qui tourne la page Hollande en quelque sorte. C'est la rupture ou juste le changement ? Bon, après, c'est un changement. On ne parle jamais de rupture concrète, puisqu'on voit bien que la population est toujours la même et qu'après, elle apprécie les votes en fonction de ce qu'ils souhaitent. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont fait une rupture avec Hollande pour aller sur Macron. Et puis, c'est les conséquences de cette élection. Alors, je vous propose, Christophe Géretti, d'écouter la réaction de Bernard Combe recueillie hier soir. C'est une page qui se tourne pour Tulle en termes de députés, c'est vrai. J'observe quand même les presque 60% de score aux élections dans ma ville, ce qui me conforte, moi, dans ma position de maire, et dans le pays de Tulle aussi. Voilà. Donc on va rebâtir à partir de ce résultat. Bien évidemment, oui, la situation a changé, elle a basculé. Voilà, une partie de la Hollandie s'est envolée ce soir à travers mon échec. Christophe Géretti, vous êtes également maire de Naves, vous allez devoir quitter la mairie. Même question qu'à Frédérique Meunier, est-ce que vous avez pensé à votre succession? Pouvez-vous nous donner le nom de la personne qui, selon vous, serait un bon maire pour Naves? Oui, non, normalement il y a une logique, il y a un maire, il y a un premier adjoint, donc par définition la logique voudra que le premier adjoint prenne la suite. Christophe Géretti, je voulais vous faire réagir quand même sur la défaite de Patricia Bordas hier soir. Est-ce qu'elle était trop connue? Est-ce qu'elle n'était pas assez une figure de renouvellement pour l'emporter? Bon, c'est difficile à dire, c'est une circonscription qui est aussi complexe, qui est différente de la mienne. Après, les électeurs ont choisi, c'est une déception pour Patricia Bordas, et puis une victoire pour Frédérique Meunier. On a vu que c'était extrêmement serré jusqu'au dernier bureau de vote. Voilà, les électeurs ont choisi. Après, effectivement, pour Patricia Bordas, c'est difficile avec une défaite aussi courte. Merci Christophe Géretti d'avoir réagi aujourd'hui sur France 3 Limousin après votre élection hier comme député de la première circonscription de la Corrèze. Je me tourne vers mes invités en plateau. On accueille Danielle Soury de la France Insoumise. Bonjour madame, merci d'être là.
Est-ce qu'on peut imaginer des électeurs de la France insoumise corréziens aient voté pour faire barrage à une candidate En Marche? J'en ai pas la moindre idée, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Vous avez été au contact de beaucoup d'électeurs pendant cette campagne. Ils goûtent peu les idées de droite. Hein. Ils goûtent peu le programme des Républicains, si c'est ça votre question. J'ai pas cru comprendre qu'ils goûtaient beaucoup le programme d'Emmanuel Macron. Oui, Patricia Bordas a rattrapé 8000 voix entre les deux tours. J'avoue que je ne connais pas, je ne sais pas. Mais est-ce que ça vous paraît plausible? Je peux vous répondre sur la première circonscription de la Haute-Vienne. Je ne peux pas vous répondre à la place des insoumis corréziens. Vous êtes certaine, alors je vais la poser différemment, êtes-vous certaine qu'en Corrèze, mais ailleurs en France, les candidats de la France insoumise qui voulaient endiguer cette vague En Marche n'auraient pas voté pour des candidats face à des opposants, des candidats En Marche, tout simplement? Est-ce que ça vous paraît plausible? Oui, je pense que on a la même configuration sur la circonscription 3, sur notre circonscription 3 en Haute-Vienne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'insoumis qui ont été votés Guillaume Guérin pour empêcher En Marche. Hein. Christian Moulinard, est-ce que ça vous paraît plausible? On ne peut pas exclure que quelques électeurs pratiquent aient pratiqué ce qu'on appelait naguère le vote révolutionnaire. Ça me paraît passablement marginal. Moi, ce qui me frappe, c'est que les électeurs qui avaient voté pour la France insoumise au premier tour de la présidentielle ont maintenu leur vote. Il est très clair que ce sont là des électeurs qui sont des électeurs engagés politiquement et qui constituent un socle. Alors, ceci dit, reste à se poser la question de la grosseur du socle, si vous me pardonnez l'expression. On est encore loin de la majorité. Gérard Van den Broek, quid des électeurs socialistes dans cette circonscription corrézienne, sur cette défaite de Patricia Bordas? Écoutez, moi, il m'est difficile de m'exprimer sur ce sujet. Je connais bien et Patricia Bordas et le nouveau député. Elles ont été toutes les deux dans l'Assemblée régionale que j'ai présidée. Mais je pense qu'il y a un certain moment où les problèmes de personnes se posent aussi. Alors, il y a les vagues de fond, et puis quand les jeux sont très serrés, les problèmes de personnes se posent. Et peut-être qu'à certains moments, on choisit l'une plutôt que l'autre pour des raisons qui sont des raisons d'histoire, des histoires du passé, qui sont des raisons très personnelles, qui sont de relations humaines. Et peut-être que Patricia Bordas a perdu quelques voix de par son expérience qui a pu être critiquée de première adjointe à la mairie de Brive. Sophie Baudouin-Hubière, on le voit, des maires vont quitter leur mandat. Est-ce qu'En Marche a vocation à présenter dans les années à venir, et je pense à 2020, des élus locaux, des maires? Est-ce que vous le souhaitez, que ce mouvement vraiment s'implante localement dans les assemblées? Mais il est clair qu'il va nous falloir dès demain structurer le mouvement et que bien évidemment il nous faudra des élus locaux et que d'ores et déjà je ne trahis pas de secret en disant que nous réfléchissons à cela, qu'on a déjà un peu anticipé même pendant la campagne, même si ce n'était pas le temps. Les réflexions se posent effectivement. Ça veut dire que vous pensez à la mairie de Limoges en 2020 au sein d'En Marche en Haute-Vienne? Effectivement, je peux vous le confirmer. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a déjà un nom qui sort de vos réflexions? Oh, ça serait bien prématuré. Des profils en tout cas? Écoutez, laissons le temps pour l'instant. Moi, ma mission, c'est demain d'aller travailler à l'Assemblée pour les municipales de 2020. Nous avons un peu de temps. Allez, on part maintenant en Creuse. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes le nouveau député de la Creuse. Hier, comme beaucoup de candidats de La République En Marche, vous avez eu la victoire modeste, ce qui ne vous a pas empêché de faire la fête à Jarnage. On voit le reportage de Romain Bureau et Nicolas Chigot qui vous ont suivi hier soir. Il n'est pas encore 20h, l'heure des résultats officiels, mais déjà les soutiens de Jean-Baptiste Moreau lui réservent un accueil triomphal. Je réalise, je suis ému, bien sûr, mais je suis pas un grand extraverti, donc je vais pas sauter de joie ou voilà, c'est pas dans ma nature et dans ma façon d'être. Mais après, oui, bien sûr que je suis très content, évidemment. Enfin, on n'est pas élu député de la nation comme ça, dans la différence. Évidemment qu'on est content, mais on est aussi conscient du poids de nos responsabilités. Pour son directeur de campagne, le succès du nouveau député ne se résume pas au nom d'Emmanuel Macron. On a beaucoup dit oui, mais en gros, n'importe qui serait élu avec l'étiquette Macron. Mais en fait, non, pas n'importe qui. C'est des gens qui sont complètement alignés avec les valeurs du mouvement En Marche, parce que les gens, ils sentent les choses. Oui, c'est parce que c'est un vrai candidat En Marche qu'il a fait un très bon score. Le score de ce second tour en Creuse, 58,22 pour Jean-Baptiste Moreau, 41,78 pour Jérémy Sauty. Pour le suppléant, le renouvellement doit rimer avec rassemblement. On aura besoin de tout le monde. Il faut que nos adversaires d'hier
soit avec nous, qu'on fasse la synthèse pour notre département, pour notre pays. C'est un petit peu le message qu'a voulu faire passer le président Macron. En tout cas, c'est notre état d'esprit aujourd'hui. L'agriculteur député va devoir rentrer très vite dans le bain de la politique avec le dossier GMS et les états généraux de l'agriculture. Jean-Baptiste Moreau, le travail commence très bientôt. Une question, vous êtes agriculteur mais aussi président de coopérative d'éleveurs. On vous a vu au congrès de la FNSEA, principal syndicat agricole. Si, il y a des photos, on vous a vu, en tout cas vous y assistiez. Je ne sais pas si vous êtes membre de la FNSEA. Quand il a eu lieu en Creuse, oui, j'y suis allé. Oui. Quels sont justement vos liens avec le syndicalisme agricole? On sait que c'est un lobby puissant. Oui, je travaille avec eux, puisqu'en tant que président d'une coopérative, évidemment, je travaille avec eux, mais je travaille aussi avec la Confédération paysanne. J'ai parmi mes adhérents des adhérents des deux syndicats, donc j'ai des relations régulières avec les présidents de la FNSEA, la FDSEA, évidemment, puisque dans notre filière, ils jouent un rôle important. Mais je ne suis pas un membre actif de la FDSEA, si c'est ça la question. Oui, en partie, c'est ça la question. Et la question qui vient après, c'est, vous savez que sur l'agriculture, il y a des débats féroces, notamment sur la ferme d'Émile Vaux. Vous, votre position sur la ferme d'Émile Vaux, on va vous demander de vous positionner. Je peux me positionner très facilement. Qu'on discute le modèle économique de la ferme d'Émile Vaux, je peux le comprendre. C'est 50 éleveurs qui se mettent ensemble pour engraisser, pour garder la valeur ajoutée sur un territoire plutôt que de l'envoyer, qu'elle parte sur l'Italie ou d'autres pays. Après, qu'on discute du bien-être animal, là, je ne suis absolument pas d'accord. Les animaux sont aussi bien sur la ferme de Saint-Martial-le-Vieux que dans n'importe quel élevage aujourd'hui. Partout dans le département, les conditions de densité au mètre carré sont parfaitement respectées. Les animaux, j'y suis allé lundi dernier, ils sont très bien. Il n'y a pas de notion de bien-être animal. Qu'on discute sur l'opportunité économique, sur l'économie pure de ce type de modèle, je suis d'accord, on peut en discuter, mais pas sur le bien-être animal. Alors on va écouter la réaction de celui que vous avez battu, le jeune candidat Les Républicains, Jérémy Sauty. Ça pouvait faire du 80-20 si vous voulez, si les gens ne se mobilisaient pas ou si les électeurs préféraient valider ce choix donc d'En Marche. Finalement, on a réussi à endiguer la vague et donc pour moi ça reste très positif. Il y avait 8000 voix d'écart, j'en ai grappillé 4000. C'est pas assez certes, mais c'est déjà beaucoup pour moi et donc je donne rendez-vous aux Creusois, que ce soit en mon nom personnel et au nom de la droite creusoise pour les prochains scrutins, parce qu'on va surfer sur cette bonne dynamique. Voilà, déçu, Jérémy Sauty, le jeune candidat de La République En Marche en Creuse. Je me tourne une nouvelle fois vers Daniel Soury. Je sais que vous n'aimez pas parler des autres départements, mais quand même, est-ce que vous n'êtes pas déçu que la France insoumise, sur le territoire creusois, sur ce département, n'ait pas réussi ce qu'elle a pu réussir ailleurs, notamment se qualifier pour le second tour, mais... C'est sûr que j'aurais préféré que Laurence soit qualifiée. Ça, si vous me demandez ça, c'est évident. En même temps, la situation politique était un peu différente en Creuse de ce qu'elle est en Haute-Vienne. Mais en tant qu'observateur, on se disait qu'il y avait une opportunité en Creuse avec le combat de GMS... Oui. Avec l'avenue de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais ça n'a pas suffi. Et puis les rapports de force ne sont pas les mêmes au plan politique dans ce département à ce qu'ils peuvent être ailleurs. Donc on ne peut pas en quelques semaines renverser. Elle a fait un score magnifique déjà. Donc non, on va construire, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Et il y a aussi d'autres beaux scores, notamment celui de Pierre Allard sur la deuxième circonscription de la Haute-Vienne. Justement, on écoute la réaction de Pierre Allard, battu par Jean-Baptiste Djebari, le candidat de La République En Marche. On a remonté effectivement des milliers de voix, parce qu'il y a 4000 voix qui nous séparent alors qu'on était à 12%. Donc c'est vraiment, je dirais, un exploit. On finit à 45,41% sur cette circonscription. Je crois que ça montre aussi que le travail de terrain a payé, que le travail des bénévoles, des militants a payé également, et que au final, la vague Macron a joué, mais elle n'a pas joué complètement. Et il y a un bel espoir pour la gauche demain dans ce département encore et dans cette circonscription. Daniel Soury, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de démobilisation? Vous dites que vous allez construire, ça, je peux vous dire mais il y a eu un bel élan pendant la présidentielle, un bel élan pendant les législatives. Est-ce que quand même il n'est pas là ce risque de démobilisation? Non, pas du tout. Là, les Insoumis, je peux vous dire qu'ils sont gonflés à bloc, que le résultat qu'on a fait notamment sur la 1, où on a fait plus que les voix de Mélenchon au premier tour quand même, c'est pas rien. Donc je peux vous dire que non, c'est tout sauf de la démobilisation. On a prévu déjà de se réunir début juillet, de faire une grande fête en septembre. Non, on est loin de la démobilisation. Les députés de La République En Marche, quand vous entendez Daniel Soury sur ce plateau dire qu'on est loin de la démobilisation, quand vous entendez François Ruffin, élu hier en Picardie, qui dit maintenant c'est dans la rue que ça va se jouer, elle sera là, la principale opposition à La République En Marche, elle sera du côté de la France Insoumise?
C'est une des oppositions, effectivement, à La République En Marche. Mais après, on va discuter. Je pense que sur la loi travail, il y a beaucoup de réunions prévues au cours de cet été, 68 avec les représentants syndicaux. Il y aura des discussions et les ordonnances seront adoptées en fonction des discussions qui avanceront. Et on verra à la rentrée, effectivement, lors de l'adoption des ordonnances, ce qui se passe. Un mot quand même sur cette promesse. Je rappelle, François Ruffin, maintenant c'est dans la rue que ça se passe. Sur la méthode, vous répondez réunion, dialogue, concertation. En face, les députés ne se sont pas encore réunis. On vous dit non, c'est la rue qui va maintenant dire ce qu'elle a à dire. Certes, mais la rue, elle est peuplée d'électrices et d'électeurs et ils viennent de nous montrer à tous que le monde politique avait changé. Donc attendons, moi je crois fortement à cette idée d'écoute, de dialogue, de bienveillance et d'optimisme qui s'est manifestée et je suis confiante sur la suite des choses dans ce domaine. Pourquoi non, Daniel Soury? Parce qu'il y a une abstention record, tout simplement, ce qui montre que les gens n'ont pas adhéré à ce projet. Vous êtes élu avec moi. Ils n'ont pas adhéré à celui de la France Insoumise non plus. Absolument, mais l'abstention, nous pensons que l'abstention, notamment parce qu'elle est très forte dans les quartiers populaires, c'est une abstention qui est porteuse de quelque chose si on arrive à la transformer, et c'est à ça qu'on va s'employer. Gérard Vandenbroek, un mot sur cette opposition, la rue, le dialogue, l'Assemblée, les représentants. Moi, je crois que le recours à la rue, c'est le dernier des recours. Alors effectivement, de temps en temps, il est important de manifester d'une manière massive, éventuellement une opposition, une adhésion. Mais il me semble qu'à la vie politique, c'est d'abord de la discussion, c'est d'abord du dialogue, c'est d'abord le fait d'essayer d'avancer concrètement par des échanges. Je crois que la vraie question qui se pose aujourd'hui, Mme Soury vient de le dire, c'est la question de l'abstention. Cette abstention, elle doit nous interroger. Elle est d'abord le reflet de l'échec des partis politiques traditionnels. Je dis très clairement que ce soit les Républicains, que ce soit le PS. Elle est le reflet d'un certain échec, au moins au niveau de la traduction de leur action, au moins au niveau de l'explication, au moins au niveau de la pédagogie. Donc il me semble qu'aujourd'hui, si on ne se préoccupe pas, à la fois dans nos discours, mais également dans nos actions. C'est vrai que pour le Conseil régional, par exemple, qui m'intéresse particulièrement, si on ne s'occupe pas de traiter au concret et au plus près possible les problèmes des gens, l'abstention va se développer encore, comme les autres pays européens d'ailleurs, soit dit en passant, va se développer encore, et que là, le recours à la rue risque d'être un élément de colère, non pas un élément de réflexion. Le recours à la rue dans la colère, c'est pas une bonne chose. Le recours à la rue dans le cadre d'une réflexion organisée, pourquoi pas? Alors on le rappelle, les chiffres de l'abstention justement historiquement forts, on va les voir, 53,4% en Creuse, 50,7% en Haute-Vienne, 49,2% en Corrèze. C'est moins qu'au niveau national où 57,4% des électeurs ne sont pas allés voter, mais ça n'en reste pas moins un record dans nos départements habituellement civiques. On a justement laissé traîner nos micros hier au bord de l'eau, c'était hier après-midi. On écoute, on en parle juste après. Je pense que j'ai été très déçue des premiers résultats au présidentiel. C'était pas ce que j'attendais. Et je pense que le parti que je défendais ne passera pas de toute manière. Honnêtement, parce que j'ai pas envie d'y aller, ça m'intéresse pas. Je me sens pas concernée. Désolée, voilà. De toute façon, qu'on vote ou qu'on vote pas, ça tombera jamais sur ce qu'on vote. Donc, au pire, voilà quoi. Non, vraiment pas. Vraiment, pourtant, j'ai fait un effort. Hein. Je me suis dit, bon, c'est un devoir, on s'est battu pour ça, mais. Non, vraiment pas. Le vote blanc n'est pas reconnu en France, donc le vote blanc, c'est comme si j'avais pas voté, donc voilà, je vote pas. Je me reconnais pas dans aucun qui s'est présenté pour nous. Parce que j'étais assez déçu des résultats et là aujourd'hui, j'avais pas envie d'aller voter. Christian Moulinard, je me tourne vers vous. Les citoyens qu'on vient d'entendre, électeurs potentiels qui ne se déplacent pas, est-ce qu'ils en ont ras-le-bol de ce marathon électoral qui a été très long? Il y a eu les présidentielles, les campagnes, les primaires, les législatives. Ou est-ce qu'ils ne croient tout simplement plus au pouvoir législatif et à la démocratie représentative? Alors je crois que les causes de l'abstention sont très diverses et je me méfie moi beaucoup des propos exagérément simplificateurs. En tout cas, je ne crois pas, mais parce que je suis un légaliste convaincu, je ne crois pas que l'on puisse opposer la représentation qui est issue du vote et l'action dans la rue. Et si on le fait, si on se laisse aller à ce que je caractérise moi de dérive, on fait courir à la démocratie les plus grands risques. Les électeurs se sont déplacés, pas tous, pas nombreux, c'est vrai, mais le résultat des votes confère aux élus une légitimité totale. Sinon, on nie les principes mêmes
du système démocratique. Mais alors l'abstention, elle vient du fait qu'on leur avait vendu une victoire massive et ils se sont dit, bon, c'est fait, on n'y va plus? Il y a vraisemblablement de cet élément qui ont dit, bon, il fait beau, de toute façon, les résultats sont acquis, c'est pas la peine qu'on y aille. Mais il y a aussi les gens qui sont déçus par justement les partis de gouvernement, comme on l'a dit tout à l'heure très justement, des partis de gouvernement qui parfois ont appliqué un programme qui n'était pas celui qui était annoncé au moment des élections. Et à partir du moment où l'on ne fait pas ce qu'on a dit que l'on ferait, même s'il y a de multiples raisons pour l'expliquer, forcément, il s'instaure un doute sur l'utilité même et la légitimité même de la politique. Alors, je crois c'est simple, hein, les électeurs, qu'ils aient voté ou qu'ils n'aient pas voté, ils attendent des résultats. Ce qui explique le score des partis de gouvernement, que ce soit des partis de gauche ou des partis de droite, c'est qu'ils n'ont pas atteint les résultats qu'ils avaient annoncés. Et ce sera exactement, Mme Baudouin-Hubière l'a bien souligné, ce sera exactement la même chose pour En Marche. Ou bien En Marche réussira, ou bien En Marche échouera. Si En Marche réussit, on est parti pour un second mandat du président de la République et pour une autre majorité, sans doute tout aussi importante que celle qui était désignée hier. S'il échoue, eh bien, le dégagisme, cher à M. Mélenchon, jouera pleinement. On va être optimiste en cas de victoire, en cas de réussite du président, de son gouvernement, de son assemblée. Cette réduction d'un tiers des parlementaires, ça pourrait tomber également sur les frontières de l'ex-Limousin. Est-ce que c'est crédible de voir encore des parlementaires limousins disparaître ? Alors, les parlementaires, ils sont désignés dans des circonscriptions d'un poids démographique équivalent. À partir du moment où l'ancienne région Limousin est parmi la moins peuplée des régions françaises, si l'on diminue le nombre des parlementaires et si on ajoute à cela une introduction de proportionnel, il va de soi qu'il n'y aura plus 6 parlementaires limousins. Alors combien y en aura-t-il? Tout dépendra des choix qui auront été faits, mais on peut concevoir effectivement que la région Limousin se retrouve correspondre à une circonscription unique qui élirait peut-être, je ne sais pas, 3, peut-être 4, mais sans doute pas guère plus de députés. Mais là aussi, c'est un choix politique qui devra être fait, et je fais observer que la démocratie, elle s'exerce au niveau national, mais elle doit aussi s'exercer au niveau local, au niveau du conseil régional, au niveau du conseil départemental, s'il existe encore, et singulièrement au niveau des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Peut-être bien, là aussi, faudra-t-il penser à modifier le système électoral pour la désignation des conseillers communautaires, communautés de communes, communautés d'agglomération. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On arrive au terme de cette émission spéciale, au terme de ce marathon électoral. Le moment de rappeler les résultats complets de ce scrutin avec Gwenola Beriou. Rappelez-nous les résultats en Creuse, en Corrèze et en Haute-Vienne, nos nouveaux députés. Oui, Louis, on le rappelle, sur les 6 circonscriptions de l'ex-Limousin, La République En Marche en décroche 5. Seule exception, la 2e circonscription de la Corrèze, où c'est la candidate des Républicains, Frédérique Meunier, qui l'emporte avec 25 petites voix d'avance, 50,03%, face à la candidate de La République En Marche, Patricia Bordas. Dans la première circonscription de Corrèze, pas de surprise, Christophe Géretti de La République En Marche est élu face au socialiste Bernard Combe. Dans la Haute-Vienne, c'est un grand chelem pour La République En Marche. Sophie Baudouin-Hubière est élue dans la première circonscription avec 55,6%. Dans la 2e circonscription, Jean-Baptiste Djebari l'emporte face au maire ADS de Saint-Junien, Pierre Allard. Et dans la 3e circonscription de Haute-Vienne, c'est Marie-Ange Magne, l'une des plus jeunes députées de la Nouvelle Assemblée, 29 ans, qui est élue. Enfin, dans la Creuse, victoire d'un agriculteur de La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, avec 58,2%. Et Gwenola, quelques résultats à l'échelle de notre grande région, la Nouvelle-Aquitaine. Oui, dans la 7e circonscription de Gironde, l'ancienne circonscription du président de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, c'est la candidate de La République En Marche, Bérangère Couillard, 31 ans, qui l'emporte face au candidat socialiste. Alternance et victoire de La République En Marche également dans la première circonscription de la Vienne, l'ancienne circonscription du maire socialiste de Poitiers, Alain Claes. Alors face à la vague de La République En Marche, certains candidats sauvent tout de même
même leur peau. C'est le cas de l'ancienne ministre socialiste Delphine Batho, réélue dans la 2e circonscription des Deux-Sèvres pour un 3e mandat. À La Rochelle, le divers gauche Olivier Falorni l'emporte également avec 69% des voix face à la candidate de La République En Marche. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle, en difficulté au premier tour, est finalement réélu avec 52,8%. Et puis dans la 3e circonscription des Landes, c'est le candidat socialiste Boris Vallaud qui est élu de justesse et succède à Henri Emmanuelli, décédé en mars. Merci Gwenola pour ce rappel des résultats. Il nous reste 2 minutes d'émission. Je vais me tourner vers les vainqueurs. Jean-Baptiste Moreau, une satisfaction et peut-être un regret dans cette campagne? Satisfaction évidemment, très satisfait d'être élu aujourd'hui député de la Creuse et je remercie toutes les Creusoises et tous les Creusois de m'avoir élu à cette fonction. Et puis un regret, évidemment, comme on en a déjà parlé, c'est l'abstention qui nous donne encore plus le devoir de réussir au cours de ce quinquennat pour redonner goût à la vie politique, pour que notre action soit concrète et agisse concrètement sur la vie de nos concitoyens. C'est la seule façon de redonner goût à la politique à nos concitoyens. Sophie Baudouin-Hubière, une satisfaction et peut-être un regret pour cette campagne, la première que vous vivez de l'intérieur et que vous avez remportée? Je partage le même regret que Jean-Baptiste, donc je ne m'étendrai pas dessus. Sur la satisfaction, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui ont choisi de me faire confiance, et puis aussi tous ces marcheurs avec lesquels, depuis des mois, nous portons le projet d'Emmanuel Macron que nous avons co-construit, avec lesquels aussi nous sommes allés à la rencontre des citoyens par le biais des porte-à-porte, des marchés, des foires, partout sur cette circonscription. Et ça, c'était un moment optimiste, enthousiasmant, qui devrait perdurer. Eh bien, merci pour ces... Ah, attendez. On me signale dans l'oreillette qu'il y a une dernière analyse que l'on doit écouter maintenant. J'ignore de quoi il s'agit. On regarde. C'est vrai que le Limousin reste, si l'on se réfère aux résultats des différentes élections depuis 1984, le Limousin reste une terre de gauche. C'est la première région pour le Parti communiste, ce doit être la 3e ou la 4e région pour le Parti socialiste. Il ne faut pas prendre ces résultats comme... déconsidérant les personnalités. Je crois que c'est le résultat d'un mouvement politique. Christian Moulinard, bonsoir. Première analyse de ces taux de participation en baisse. Taux de participation en baisse comme au niveau national et comme d'habitude, le Limousin vote un petit peu plus que le national. Il y a davantage d'abstention cette année au second tour qu'au premier, alors que les autres années, c'était l'inverse. Et donc, les électeurs, même s'ils n'ont pas nécessairement voté pour la gauche, eh bien, ils sont tout bêtement restés chez eux. Christian Moulinard, que doit-on finalement retenir de ces élections en Limousin ? Grossièrement, d'abord, à gauche toute. Ce n'est pas surprenant, dans la mesure où on est dans des élections tout de même un petit peu différentes et où, je répète, que l'électorat limousin a beaucoup apprécié les sortants ou les personnes soutenues par de très grands partis politiques très solidement implantés. Les électeurs, de manière générale, le corps électoral, de manière générale, tout ça, ce sont des gens intelligents. Alors, je sais bien que les responsables de partis politiques ont parfois tendance à penser que les électeurs sont stupides, qu'il faut vraiment tout leur expliquer, qu'il faut vraiment les conduire comme des enfants. Non, le corps électoral est intelligent. Quand il s'est prononcé, il a forcément raison. Merci. Parfait. Merci à vous, Christian Moulinard. Christian Moulinard, merci. Christian Moulinard, merci. Merci beaucoup pour cette analyse. Voilà. Merci, Christian Moulinard. Cette fois, c'était vraiment la dernière. Merci pour ces 25 années passées sur France 3 Limousin. Je persiste à soutenir que le corps électoral est intelligent. Vous avez traversé les vagues roses, vous avez traversé les vagues bleues, vous terminez avec des marcheurs. Il faut croire en la politique ? Ah, bien évidemment, plus que jamais, il faut croire à la politique. Je crois que justement, et sans doute pour la première fois depuis 1958, je crois que justement, aujourd'hui, s'ouvre véritablement une nouvelle période politique, une nouvelle manière de concevoir la politique, et que l'on soit de droite ou que l'on soit de gauche, peu m'importe. L'essentiel, c'est que l'on sache faire de la politique autrement qu'on l'a faite ces dernières années, tout parti confondu. Alors bien sûr, l'histoire montrera que tout n'était pas catastrophique sous la présidence de M. Hollande, pas plus que tout n'était catastrophique sous la présidence de M. Sarkozy, mais je crois qu'on est arrivé au bout d'un système et qu'il y a aujourd'hui des perspectives intéressantes, passionnantes de renouvellement,
avec En Marche, mais aussi avec la France Insoumise. On a là l'émergence de deux formations politiques qui devront aujourd'hui se structurer, mais se structurer pour faire de la politique autrement. Si l'on retombe dans les vieilles ornières, on retombera là, pour le coup, dans la victoire des extrêmes et des pires des extrêmes. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter pour notre nation. Merci Christian Moulinard sur cette dernière analyse. On se quitte, fin de cette émission spéciale. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Félicitations à nos nouveaux députés. Merci à vous d'être fidèles à France 3 Limousin. Vos rendez-vous ce soir, 19h, le journal régional. N'oubliez pas notre site internet avec tous les nouveaux visages de cette élection législative. Excellent après-midi. À bientôt.